Bonsoir à tous, asseyez-vous, entrez, vous êtes les bienvenus en direct comme chaque soir avec ce jingle très court. Ravi de vous accueillir, je vous présente mes invités dans quelques secondes. Merci de nous regarder chaque soir. Vous l'aurez compris, on va évidemment parler de la Centrafrique au cœur des débats cet après-midi. Vous avez pu les suivre sur notre antenne avec un vote massif des députés, 428 voix pour, 14 contre, des soldats français donc qui vont rester en Centrafrique. Des soldats engagés dans un drôle de conflit, on va y revenir. C'est pas vraiment une guerre, ça ressemble à une mission de maintien de la paix, c'est plus proche finalement de mission de gendarmerie, parce qu'on voit finalement des soldats français comme ça engagés à des checkpoints, c'est un peu compliqué, dans un contexte, je cite, pré-génocidaire, c'était les mots des militaires français. Les députés ont donc voté pour le maintien de nos troupes, avec beaucoup de questions. On va en parler ce soir. Est-ce que la mission Sangaris n'a pas duré plus longtemps que prévu? Ça a déjà été annoncé par le ministre. Combien de temps va durer cette mission? C'est évidemment une question importante. Est-ce que la France a les moyens financiers et militaires pour porter cette mission? Et il y a 2000 hommes sur le terrain, c'est important. Est-ce qu'elle peut être le gendarme de l'Afrique? Autre question, on va tenter d'y répondre dans quelques instants. Des questions, des doutes posés par des élus de premier plan comme Bruno Le Maire qui demande lui à la France de ne pas prolonger sa mission en Centrafrique parce qu'elle n'a pas les moyens. Et l'ancien ministre, je le cite, va plus loin. Les opérations militaires de ces dernières années ont montré qu'une force armée extérieure ne permettait pas de stabiliser un État. C'est fin de citation de l'ancien ministre. Alors quelle est l'issue? Est-ce que l'ONU va prendre le contrôle des opérations? Pas sûr, quand on voit la situation et la réaction des États-Unis sur ce dossier, très en recul, très en retrait. On fait le point ce soir, je leur dis, parce qu'il y a 2000 soldats français, bientôt 2000 soldats français qui seront engagés sur le terrain. LCP.fr, c'est évidemment le site de notre chaîne, le JDD.fr, bien entendu notre partenaire, il y a des questions et un vote qu'on va découvrir, et hashtag CVR, c'est évidemment pour les tweetos, et vous êtes plus de 1500 à nous suivre, à tweeter avant, pendant, après, jusqu'au bout de la nuit. Merci en tout cas pour tous ces tweets et votre fidélité. 4 invités, Patricia Adam, bonsoir. Bonsoir. Députée socialiste du Finistère, présidente de la commission de la Défense, ici à l'Assemblée nationale, 428 pour et 14 votes contre. On ne connaît pas ceux qui ont voté contre. On le découvrira peut-être dans les jours qui viennent. Je voulais vous indiquer quand même, c'est important, qu'il y a une mission parlementaire qui va partir en Afrique. 2 députés, un UMP, un socialiste, Gwendal Rouillard, Yves Romion pour l'UMP. Et vous serez, comme on dit, du voyage en tant que présidente de la commission de la Défense pour un tour des pays africains, alors le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, avec le Mali également. Et le Mali, bien entendu, avec un audit en quelque sorte des présences françaises dans ces pays africains. En fait, ouais. Et puis ensuite, vous partirez vers le sud de l'Afrique pour une deuxième partie de mission. Merci d'être avec nous. Alain Marceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP des Français de l'étranger et la Centrafrique fait partie de votre immense circonscription. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères et vous avez aujourd'hui voté dans l'hémicycle. Je ne vois pas... Et j'arrive de Bangui. Et vous arrivez de Bangui. Merci d'être avec nous sur le plateau. Et puis 2 experts dans leur domaine respectif. D'abord Cédric Kaba, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Jeune Afrique. Algérie, les repentis, ça c'est la une de Jeune Afrique. Et puis votre livre, Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. Voilà, on voit le titre 2010-2011, c'est chez l'Harmattan. Merci Cédric Kaba d'avoir répondu à notre invitation. Puis Jean-Dominique Mercier est avec nous, je le salue. Journaliste au quotidien L'Opinion, papier et sur Internet. Vous y tenez beaucoup. Votre blog, Secret Défense, c'est important. Et puis ce livre, La mort de Ben Laden, édition Jacob du Vernet. C'est votre livre, Jean-Dominique Mercier. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir parce que on n'a pas eu le privilège de partir en reportage avec les soldats français, mais on a eu des images qui nous permettent bien d'être au plus près de la mission des soldats français pour les suivre sur le terrain concrètement, pour voir quelle est la nature de leur mission. Vous allez voir, c'est une mission complexe, très complexe, comme nous le raconte Ahmed Tazir. Atterrissage au milieu de la savane. Ces images ont été tournées il y a 5 jours. Embarquement avec les militaires français qui poursuivent leur progression à l'intérieur du pays. La Centrafrique, un État plus grand que le territoire français, avec des villages inaccessibles par la route. Progression vers l'ouest précisément. Comme on le voit sur cette carte fournie par le ministère des Affaires étrangères, la zone au nord formellement déconseillée, au sud Bangui, à l'ouest Berberati, en voie de stabilisation. Berberati justement, à l'ouest du pays. Ici, le commandant de la force française Sangaris fait le point avec ses hommes. La deuxième raison, c'est une raison économique. Parce que ce qui permet d'alimenter la capitale, c'est la route principale par laquelle vous êtes venu. Et vous voyez bien qu'en revenant de Bangui, il y a encore des checkpoints. Ensuite, place à l'explication de la mission.
auprès des villageois. On assiste, notamment dans l'ouest de la Centrafrique, à ce phénomène de criminalité où beaucoup viennent maintenant dans les villages et prétextant appartenir à telle ou telle milice d'autodéfense, se livrent tout simplement à des exactions sur la population, c'est-à-dire des actes criminels ou crapuleux. Et ces gens-là, il faut qu'on les arrête. Les militaires français se posent ici pour la première fois sans savoir précisément ce qui les attend. Ils viennent pour une opération de désarmement et découvrent une population en attente. Les rebelles, Séléka, majoritairement musulmans, sont déjà partis depuis plusieurs jours. Et les habitants attendent maintenant que quelqu'un vienne les protéger. Les rebelles sont partis, aucune milice armée n'a pris le relais, pas d'exaction. La mission des Français s'arrête là. Les militaires poursuivent leur reconnaissance. Il faut s'assurer que les villageois ne soient pas armés. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui sont moins coopératifs. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Allez. On arrive. Et direction des villes alentours, la plupart des maisons ont été incendiées par des rebelles Séléka forcés de quitter les lieux. Dans cette région, plus rien ne fonctionne. Les écoles sont restées abandonnées depuis l'arrivée des rebelles il y a presque un an, en mars 2013. Ici, les musulmans sont menacés de mort. Paris est accusé d'avoir exclusivement désarmé les milices de l'ex-rébellion Séléka, majorité musulmane, coupables de brutales exactions contre les populations civiles chrétiennes. Ce désarmement à géométrie variable a livré la population à la vindicte des milices chrétiennes, anti-Balaka. Voilà pourquoi la mission de la France dure plus longtemps que prévu. Personne n'avait anticipé qu'il fallait protéger les musulmans jour et nuit. Ils sont accusés d'avoir collaboré avec les rebelles Séléka. Des opérations de police, une situation souvent tendue, comme on le voit ici sur ces images, tournées la semaine dernière à Bangui, la capitale. Des soldats français pris à partie par des manifestants. Ils réclament qu'on leur rouvre une route bloquée pour des raisons de sécurité. Même si les militaires français patrouillent systématiquement avec des soldats de la force africaine sous mandat de l'ONU, comme on le voit ici, la situation peut dégénérer à tout moment. L'opération Sangaris n'est pas sans risque. Alors on a plein d'informations, l'émission est interactive, on a 2 sentinelles qui veulent parler, je veux les entendre parce que les citoyens prennent la parole tout de suite dans l'émission, mais ce tweet, 100 000 hommes serait tout juste assez pour contrôler ce pays, il faudrait savoir ce qu'on veut faire. En Centrafrique c'est un tweet, et il y a beaucoup de tweets qui tombent sur cette thématique, donc voilà, ça fait réfléchir nos invités. Je vous présente Albouri, il est avec nous en direct. Vous suivez évidemment ce conflit, enfin en tout cas c'est cette mission française. Je vous salue. Vous nous parlez de Besançon, faut-il le préciser, vous êtes centrafricain. Est-ce que ce soir vous êtes rassuré, 428 députés valident la présence militaire française et 14 députés ont souhaité ne pas maintenir la présence française. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Vous êtes satisfait que la France continue à soutenir la Centrafrique? Oui, bonsoir tout le monde, je rectifie, juste je suis d'origine sénégalaise et non centrafricaine. Eh bien c'est une erreur, ça commence. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, en fait, je salue tout à fait l'intervention militaire française en Centrafrique pour mettre fin aux exactions qui visent les populations. Je pense même qu'il est peut-être impropre de parler de conflits religieux. C'est plutôt des affrontements intercommunautaires, en fait, qui visent des populations, un certain type de population. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est de mettre fin à ces exactions. Ensuite, d'organiser la transition de manière à pouvoir développer un État fort en Centrafrique. Et il me semble que la solution, elle est militaire dans un premier temps, mais dans un second temps, elle sera politique, avec notamment l'entrée en scène du Tchad, qui, on le sait, joue un rôle majeur dans la sous-région et qui pourra apporter des clés de solution à ce conflit-là. Merci, vous revenez évidemment dans quelques instants. D'abord le militaire et politique. C'est un peu ce que dit d'ailleurs le gouvernement qui déjà prépare l'idée de préparer des élections prochaines. Paul Cyriac, prenez la parole. Vous nous parlez, vous, de la chapelle Saint-Luc. Je ne sais pas si vous êtes centrafricain, mais je vais tenter de dire que vous l'êtes. Je suis ravi de vous accueillir en tout cas. Vous suivez vous aussi ce sujet de très près et vous êtes président d'un collectif qui s'appelle les Sans Voix et des minorités pour le peuple de Centrafrique. Ce soir, vous dites... ouf de soulagement, les Français vont rester et ils vont continuer à essayer, je dis bien parce qu'on va en débattre ce soir, de sécuriser ce pays qui est immense. Tout à fait.
c'est un ouf général, parce qu'à un moment donné, les gens commençaient déjà par s'inquiéter en sentant que si jamais l'Assemblée nationale française décide de retirer les troupes françaises qui sont stationnées, alors qui sont en place, ça va être l'hécatombe. Déjà, ce que nous traversons en ce moment est extrêmement indescriptible. On ne peut pas arriver à l'expliquer en tant que tel. Ceux qui sont sur le terrain, même les militaires français qui sont là-bas, ont su bien, avec les mots qu'il faut, vous expliquer que ça ne va pas. À l'heure d'aujourd'hui, il faut nécessairement que les casques bleus puissent venir se mettre, parce que nous savons que la France qui se trouve être sur le terrain, la France a toujours été à nos côtés, la France a toujours accompagné tous les processus d'installation de nos chefs d'État. Je veux dire que tous les chefs d'État qui ont, depuis l'ère de Boganda à ce jour, tous ceux qui ont dirigé ce pays ont toujours eu l'aval de la France. Et il est temps que les gens puissent apprendre vraiment à voler par leur propriété. Il faut que ce soit des élections plus libres, puissent être organisées pour que ce soit ce que le Centrafricain vraiment veut, qui puisse être là pour diriger ce pays. Et nous sommes toutefois là, nous accompagnons ce processus. On suit de près, comme vous le dites, ce qui se passe à l'heure actuelle sur le terrain. Patricia Adam, Alain Marceau, il y a un petit message dans ce que nous disent les internautes. Il y a ce monsieur centrafricain qui dit c'est un peu fini la France-Afrique où la France décidait de nommer le président. On veut aussi, nous, en tant que pays, oui, c'est une belle idée. Vous pensez que c'est possible? Parce qu'on voit quand même qu'avec la présence française militaire, on imagine que la France va quand même prolonger ce processus militaire en processus politique. Non, si vous permettez, pourquoi vous souriez comme ça, Alain Marceau? Il y a exactement une semaine aujourd'hui, nous étions dans le bureau de la présidente de la transition. Absolument. Elle est assise en face de nous. Et quel est le message qu'elle nous a fait passer? J'espère que ce monsieur nous entend. Oui, vous entend. C'est surtout, vous restez bien jusqu'à la fin de la période de transition avec tous vos militaires, vos VAB, etc. On vous veut jusqu'à la fin de la période de transition. On a dit, c'est quand la fin de la période de transition? Elle nous a dit, c'est en février de l'année prochaine. Mais on va dire, bon, et c'est quoi? Ah, c'est les élections. Ah, c'est les élections. Et comment vous allez faire des élections? Ah ben, on ne sait pas. Il n'y a plus d'état civil, il n'y a plus de préfecture, il n'y a plus de gendarme, il n'y a rien. Il n'y a plus d'État. Donc, ce qui veut dire que la période de transition va durer 5 ans, 10 ans, etc., etc. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous allons durer en même temps que la période de transition? Alors, quand on entend dire on n'a plus besoin de nous en Afrique, heureusement, on a besoin de nous, et je suis un des défenseurs de la notion de Centrafrique, mais c'est quoi? C'est le lien privilégié que nous avons avec les Africains, c'est pas les mauvaises mœurs qu'on a pu avoir avec des chefs d'État africains, et je crois que nous avons besoin d'une présence en Afrique. Les Africains ont besoin de nous, et nous avons besoin d'Afrique. Enfin, ceci étant, c'est pessimiste ce que dit Alain Marceau, on va entendre nos experts, parce que on nous avait annoncé une mission très courte. C'est vrai qu'au départ de cette mission, les soldats partaient pour une mission presque éclair, tout ça devait être réglé très rapidement, et on lit plusieurs papiers d'observateurs qui disent que ça va durer, que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ce soir vous dites ouf de soulagement parce qu'après tout les députés ont majoritairement dit oui au maintien de nos troupes, ou la présidente de la commission de la défense, experte de ces questions, est un peu inquiète parce qu'après tout c'est politiquement très dangereux pour la France? Écoutez, quand on s'engage dans une opération militaire, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Ça, c'est un premier point. Et la situation en Centrafrique n'est pas du tout celle du Mali. C'est une opération totalement différente, vous l'avez dit. Ça ressemble plus à une opération de maintien de la paix, de gendarmerie même, de l'ordre, de la gendarmerie et autres. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'opération. Je crois que moi, je ne désespère pas. D'abord parce que je fais confiance aux Africains. Et je pense que beaucoup d'Africains prennent totalement conscience. Mais quelqu'un vient de l'exprimer. Moi, j'ai confiance en ce pays. Maintenant, il faut les aider à arriver à ces élections. Il n'y a pas d'État. Il y a une présidente qui n'a plus d'argent. Il n'y a pas d'État aujourd'hui. Il n'y a plus de sous. Il faut 300 000 euros dans les caisses. 300 000 euros dans les caisses. Il faut aider ce pays. Aujourd'hui, l'Europe a engagé des fonds pour cela. Nous attendons une décision ce mois-ci, au mois de mars. Je considère que nous sommes au mois de mars. C'est bientôt. Des Nations Unies. Et qu'il y ait une force de maintien de la paix qui soit engagée. Je pense que cette décision sera prise. Elle sera prise au mois de mars. Il y a aujourd'hui, en tout cas, un engagement du secrétaire général dans ce sens. Donc voilà, on ne sera pas seul. C'est pas l'empressement quand même. On sent que sur ce dossier, c'est toujours long. Ces instances sont toujours longues à prendre des décisions. Heureusement que la France était là, parce que je pense que là, véritablement, on aurait assisté à un vrai génocide. Vous pensez qu'il y aurait Ça, c'est très clair. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a exprimé très clairement. Maintenant, il faut y mettre des conditions et il faut que les différentes forces, qu'elles soient internationales ou celles de l'Europe, nous accompagnent. Pour l'Europe, les décisions sont déjà prises. Et c'est déjà 1000 hommes, 5 compagnies, une compagnie de gendarmerie. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est Dicaba, Jean-Luc Mercier, parce que c'est important, on entend plein de choses, à la fois des internautes et du député qui dit c'est un État fantôme, il n'y a pas d'État. Ça veut dire qu'on a le risque de rester des années, c'est Dicaba. Non, il est évident que la situation actuelle de la Centrafrique fait que la mission pourrait durer.
La mission peut prendre du temps parce qu'il s'agit de reconstruire totalement un État. Comme il a été dit, les registres d'état civil ont été détruits, les forces de défense et de sécurité n'existent quasiment plus, les militaires ont disparu, les trésoreries, les régies financières n'existent pas. Pour que l'État ait l'argent, il faut qu'il y ait des impôts qui soient prélevés, il faut qu'il y ait des taxes qui soient perçues. L'administration n'existe pas de façon générale. Mais il faut aussi dire que cette partie de la mission ne va pas être accomplie par la France. C'est la nécessité. La France a fait une intervention ponctuelle qui a permis de faire baisser le nombre de morts. Le 5 décembre, le jour où l'intervention, où Sangaris a commencé, il y a eu 500 morts. Du fait de l'arrivée de la France, le nombre de morts a considérablement baissé. Le jour de l'arrivée de la France. Et la nature des crimes a changé. Alors qu'au départ, on tuait les gens avec des klachikov, avec des obus, de la Seleka. Maintenant, on est passé aux machettes, aux coupes-coupes qui ne sont pas moins meurtrières. Mais le nombre de décès a considérablement diminué. C'est un conflit confessionnel. Il faut passer, je pense, à une autre phase de l'opération, celle avec les casques bleus, les missions d'opération de maintien de la paix sont plus adaptées pour l'accompagnement des États parce que c'est des missions qui s'inscrivent dans la durée. Regardez des pays comme la RDC ou des pays comme le Sud-Soudan, l'intervention prend du temps et là, elle n'est pas supportée par un pays, elle est supportée par le budget des opérations de maintien de la paix. On sait que le principal... Une question financière. Voilà, les États-Unis, c'est ce qui explique la résistance des États-Unis parce que les États-Unis contribuent pour 23% aux opérations de maintien de la paix. Mais à mon avis, il faut aller au-delà des considérations financières. Il s'agit des vies humaines qui sont en jeu, aussi de la stabilité régionale. Parce que si on laisse la Centrafrique être récupérée par les djihadistes, ça peut menacer la sécurité des États-Unis qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Donc il y a des intérêts pour eux. Absolument, pour eux. Jean-Luc Mercier, pour reprendre le fil de notre histoire, on voit effectivement la France qui s'engage pour une opération plutôt courte, c'est comme ça que les choses étaient annoncées. Les choses devaient se faire rapidement dans des conditions connues, puisqu'on avait des troupes déjà prépositionnées dans ce pays. Finalement, les choses ne se sont pas passées du tout comme ça. Et là, les députés, aujourd'hui, votent pour de nouveau 6 mois de possible, en tout cas, de présence militaire française. Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on se paye de mots. Les choses ne se passent pas du tout comme prévu. C'est-à-dire qu'elles ne se passent pas comme on nous l'avait raconté. On nous avait dit, vous allez voir, ça va être facile. La Centrafrique, on connaît. On y est depuis 1889, Lubangui Chari. Donc c'est vrai que 1889, ça commence à dater. C'est vrai qu'on connaissait ce pays. Le précaré. Et donc, une partie des institutions de ce pays, militaires, politiques, diplomates, renseignements, que sais-je, ont vendu un plan en disant, écoutez, on va arriver à 1600. Il y avait un mot qui circulait à l'époque, c'était le mot de sidération. Nos ennemis vont être sidérés par notre déploiement. Ben, évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on considère à Paris un peu comme étant l'Afrique de papa, on connaît, on sait bien les Centrafricains, on va mettre 3 compagnies de bérets rouges et quelques bérets verts dans les rues de Bangui et tout va rentrer dans l'ordre. Ce qui n'est pas le cas. Ça ne marche plus. Voilà. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez finalement ce bug? Excusez-moi. C'est malheureusement extrêmement simple à expliquer. C'est pas des grandes théories géopolitiques ou de sociologie africaine. Les Grecs anciens avaient un mot pour ça. Ça s'appelait l'hubris, le sentiment de toute puissance, celui qui vous fait perdre la raison. Nous avons été victimes de notre hubris. C'est-à-dire que nous avons cru que nous pourrions régler parce que nous sommes des... On venait en plus de faire le Mali, c'est-à-dire qu'on a fait une opération remarquable au Mali, remarquable, mais dans des conditions radicalement différentes. Au Mali, on avait un ennemi, on a dit aux militaires, vous les détruisez. Les militaires étaient ravis, ils l'ont magnifiquement fait. Là, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc, on paye notre sentiment de toute puissance. En plus, on a voulu faire de la communication autour de ça, dire vous allez voir, ça va être formidable, il va y avoir un vote des Nations Unies, un sommet France-Afrique le lendemain, dimanche. C'était programmé comme ça. On rentrera. Patatras, ça marche pas. Évidemment, il n'y a pas que nous qui avons écouté ça. Les anciens de Bozizé, c'est-à-dire l'ancien régime, ils ont parfaitement écouté ça. Le jour de l'intervention française, ils ont fait un coup, ils ont raté leur coup, ça a déclenché des massacres épouvantables, les pires massacres. Vous considérez finalement... Les 500, bien entendu, c'est l'annonce de l'intervention qui déclenche les 500 morts. C'est l'annonce des 500 morts. Voilà, donc on a raté, C'est dit Kabar, parce que c'est important ce qu'on se dit là. Ce qui s'est passé, c'est que, et Alain Marceau, comme il a été... on court après pour récupérer.
L'intervention ne faisait plus Patricia aucun mystère. qui veut répondre. L'intervention ne faisait plus aucun mystère. On en a parlé, on attendait juste. Le troupes étaient prépositionnées à Douala. Tout le monde les a vus quasiment. Les troupes et le matériel étaient prépositionnés à Douala. On attendait que le feu vert des Nations Unies pour déclencher l'opération. Donc, les partisans de Bozizé ont entendu cela. Et ils ont voulu anticiper sur l'arrivée des forces françaises. Donc, on déclenché cette opération qui les a amenés à attaquer le palais présidentiel. Et de là, il y a eu cet engrenage de la violence dont on n'est pas encore sorti. À mon avis, ce qui s'est passé à Paris, il y a un élément. La nature de l'opération... Et la nature de l'opération a été mal appréciée, pour utiliser un euphémisme. Vous n'envoyez pas d'hélicoptères ou de fantassins pour rétablir l'ordre public. On a vu des manifestants à qui jetaient des pierres. Il y a une déphase. Donc il y a des opérations souvent de maintien de la paix auxquelles les militaires n'étaient pas forcément préparés. Et Patricia Adam, bien sûr, Patricia Adam, parce que tout le monde boue, tout le monde veut répondre, parce qu'il y a un débat sur le fond. Le matin de l'opération, j'ai été réveillé par mon responsable UMP de Bangui, qui m'a dit attention, il faut que tu appelles tout de suite le ministre de la Défense, le génocide est en train de commencer à Bangui. Le génocide. J'ai dit mais tu plaisantes, qu'est-ce qui se passe? Il dit tu peux pas savoir, on est en train de tuer à tous les coins de rue. Et j'ai appelé le ministre de la Défense, et qui a fait vérifier par ses services. Effectivement, il est revenu vers moi en me disant non, ce n'est pas aussi grave que vous le dites. Donc effectivement, il y a eu ce déclenchement qui est intervenu concomitamment à notre arrivée à Bangui. Juste un petit mot, Patricia Adam, parce que sur ce plateau, Martin Ziguélé, qui a été ancien Premier ministre de Jean-Félix Patassé, nous disait sur ce plateau il y a quelques jours, le vrai problème, c'est qu'on nous fabrique un conflit confessionnel entre les ex-CDK et les anti-Balaka, et que le fond du problème, c'était ces mots, c'est que M. Bozizé tire les ficelles et c'est lui qui finalement manipule et crée la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous, la présidente de la Commission de la Défense, vous considérez que ce qu'il dit est juste et vrai et que finalement le vrai problème de ce dossier centrafricain, c'est M. Bozizé? Je pense qu'il a en partie raison. Je suis moins experte que lui sur son pays, puisque c'est son pays, il le connaît bien. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Il y a eu une opération de monsieur, effectivement, et les 500 morts dont on parle. Oui. Mais nous avions déjà nos forces prépositionnées. Il y avait l'ensemble des discours et des prises de position des uns et des autres sur le sujet. Il y avait déjà de nombreux morts qui avaient eu lieu en Centrafrique déjà avant cette intervention. Donc moi, je renvoie la question. Est-ce qu'il fallait ne pas intervenir? Et si nous n'intervenions pas, qu'est-ce qui se passerait? Aujourd'hui, on se poserait de nouveau la question. Je pense qu'on accuserait entre autres la France, peut-être pas uniquement, mais entre autres la France, d'avoir fermé les yeux et d'avoir laissé un génocide se dérouler. On avait des hommes à l'aéroport prépositionnés depuis... Bien sûr. Donc c'est ça aussi la réalité. Donc on peut refaire le monde, on peut toujours refaire le monde. C'est beaucoup plus facile après. Mais dans la situation qui était celle de notre intervention à ce moment-là, il fallait le faire. On n'avait pas d'autre choix. Vous pouvez le faire plus tôt ou pas? Parce que quelque part, M. Sassou Nguesso dans le Figaro dit, moi je l'ai dit il y a déjà février 2013. On ne refait pas le monde, on refait pas le monde, on refait l'histoire récente. Ces événements, ils commencent pas en décembre 2013, ils commencent en décembre 2012. Absolument. Voilà. En décembre 2012, il y a un début d'offensive des rebelles du Nord, de la Séléka, qui descendent sur Bangui. Là, nous avons le pouvoir politique français, que fait-il? Il a le choix entre deux solutions, soit de dire on laisse faire et on s'en va. Après tout, c'est une histoire interafricaine et c'est leur histoire. Soit on intervient et on bloque la situation. Or, on ne fait ni l'un ni l'autre. On reste présent à Bangui en renforçant le dispositif où les militaires français vont être jusqu'à 600. Ils restent cantonnés sur l'aéroport et en même temps, on leur interdit ou on ne leur demande pas d'agir pour empêcher la Séléka d'arriver au pouvoir. Il n'y avait pas de Conseil de sécurité de l'ONU qui était... Certes, il a fallu convaincre. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Débat sur l'ONU. Il fallait le feu vert. Mais on reste présent sur place et on ne fait rien. On est dans l'entre-deux, on est dans la non-décision. Et donc, évidemment, les choses vont se dégrader. Et évidemment, on est piégé dans cette histoire. Oui. Bien sûr que tout commence là. Monsieur Sassou, à la décharge. J'ai un tout petit mot sur Sassou Nguesso qui dit, moi, en février, je vais voir le président, je suis reçu, j'explique la situation. Et puis je repars. Absolument, je vais vous donner des précisions. Effectivement, au mois de décembre, j'ai mes compatriotes qui sont pillés, ils ont des sociétés de chasse, ils sont pillés, on leur prend les 4x4, les carabines, etc. Ils m'alertent. Au mois d'avril, les choses vont plus bas, on arrive pratiquement à 60 km de Bangui.
mes compatriotes me disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Que fait la France ?» Et je m'adresse au chef d'état-major des armées. Je suis député d'opposition. Il me dit « Oui, nous contrôlons la situation. » Après, je m'adresse au ministre de la Défense. « Oui, nous contrôlons la situation. » Voilà ce qui s'est passé pendant des mois. Et ensuite, il y a eu la rupture des accords de Libreville. Monsieur Bongo, c'est pas Monsieur Sassou Nguesso, Monsieur Bongo m'a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte de votre inaction aujourd'hui? Elle va nous condamner à recevoir ces gens qui descendent du Nord et qui bientôt arriveront ici, chez moi, au Gabon et au Congo. » Et effectivement, je crois que le gros problème dans cette opération pour laquelle j'ai voté pour son maintien, je n'osais pas vous le demander, et à laquelle j'applaudis des deux mains, bien évidemment, notamment parce que je suis député des Français qui vivent aussi à Bangui, eh bien, cette opération, si elle échoue, c'est parce qu'elle a pris du retard. Mais ça peut s'expliquer. Nous étions engagés au Mali. Et est-ce que nous avions effectivement les moyens? Les deux fronts. En plus des 430 Français qu'on avait à l'aéroport, est-ce qu'on avait les moyens de faire deux fronts? J'ai posé la question au ministre de la Défense en commission des Affaires étrangères. Il m'a dit non, ça n'a rien à voir, nous avions les moyens de faire les deux opérations. Très court, c'était possible ou pas? On pouvait le faire. On avait les moyens d'intervenir, ça pose aucun problème. Au niveau du livre blanc de la LPM, ça a été dimensionné en conséquence. Donc on avait les moyens d'intervenir. Moi, je reviens quand même. Enfin, on ne peut pas accuser la France de ne pas être intervenue et en même temps lui faire le reproche. J'ai quand même entendu les débats de dire la France ne peut intervenir, la France-Afrique, ça n'existe plus et Conseil de sécurité doit nous donner l'autorisation. On a attendu l'autorisation du Conseil de sécurité. Donc, je pense voilà. aussi... Sédi Kaba, un petit mot, et Bruno Le Maire, allez-y. À Paris, il y a eu aussi une volonté de s'appuyer sur l'allié tchadien, puisque, comme on le sait, le président Déby avait accompagné l'arrivée de Bozizé en 2003 déjà au pouvoir, et le président tchadien a toléré un peu le comportement de la Séléka. Le Tchad joue un rôle important. Donc, du coup, dans un premier temps, à Paris, on a considéré que l'affaire pouvait être déléguée à Déby N'Djamena et que ça allait être réglé. Donc, par la suite, les choses se sont totalement dégradées et l'ensemble de la CEA est venu voir la France pour dire il faut que vous nous aidiez à intervenir. Alors que la Séléka était composée notamment de Tchadiens, en grande partie de Tchadiens. Majoritairement musulmans, vous êtes d'accord avec ça? Et pas de militaires, bien sûr. Non, il faut le dire. Absolument. Écoutez ce que dit Bruno Le Maire, parce qu'il a fait partie de ceux qui sont montés au créneau. Il a fait une tribune dans les colonnes du Monde et puis il a fait un petit point presse, salle des 4 colonnes, en fin de matinée, justement pour exprimer en tout cas son désaccord et les raisons pour lesquelles il n'allait pas voter le maintien des troupes françaises. Écoutez-le. Je dis non à une stratégie politique, diplomatique, qui ne permettra pas de sécuriser le pays, d'offrir une vraie perspective politique à la Centrafrique et d'éviter les risques d'affrontements interethniques que nous voyons se multiplier depuis plusieurs semaines. Mon vote non est une manière d'affirmer la nécessité d'une autre stratégie pour la Centrafrique. La bonne stratégie, c'est celle que je réclame depuis plusieurs mois. Celle qui consiste à avoir une opération de maintien de la paix, validée par les Nations Unies, impliquant tous nos partenaires internationaux. Et d'abord les partenaires européens, mais aussi notre partenaire américain. Un petit mot, parce que le dernier mot de Bruno Le Maire, il dit financièrement on n'a pas les moyens, c'est suicidaire parce que finalement les missions militaires qui visent à remettre en place un pays et de mettre la place, ça ne marche pas. C'est ce qu'il explique, sa grande théorie, ça ne fonctionne pas, il faut autre chose et il faut les Américains. Juste un petit mot sur les États-Unis. N'ont pas très envie. Sédi Kaba nous disait que peut-être le risque des djihadistes, la question peut-être du Soudan pouvait mobiliser les Américains. Pourquoi les Américains sur ce dossier ne nous aident pas, restent très en retrait, regardent ce sujet de loin? Parce que c'est pas leur zone. Mais pourquoi vous posez la question sur les Américains et les Européens? Vous croyez véritablement qu'aujourd'hui les Suédois et les Danois ont envie d'aller se battre en Afrique? Ils n'y ont aucune tradition, ils n'y ont aucune ressource. Ça leur est totalement étranger. Je crois que c'est même pas le problème des Américains qui se pose maintenant. C'est les Européens. Les Européens. Et puis je vous dis. On a entendu 1000 hommes quand même. Il y a des choses qui se passent. Donc vous y croyez moyennement. Je les ai pas encore vus. Mais espérons que pour une fois ils vont pas nous lâcher. Ils nous ont un peu lâché comme au Mali. Il faut bien reconnaître, y compris nos plus proches alliés. Alors vous savez. Et puis je veux dire, pour que l'ONU vienne nous épauler, il faudra une décision du Conseil de sécurité. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait qu'on arrête d'insulter M. Poutine, parce qu'au Conseil de sécurité, il peut dire non. Et dans ces cas-là, nous n'aurons pas l'opération de maintien de la paix, et nous allons vraiment nous rester tout seuls. Donc vous voyez, ça dépasse très largement le cadre strictement centrafricain ou africain. Sédi Kaba, au risque de revenir sur ma question précédente, vous n'avez pas répondu à ma question sur M. Bozizé, parce que j'ai vous opiniez de la tête. J'ai pas eu la parole, sinon j'aurais développé assez longuement. Je voulais pas vous censurer. Sur ce point développer précis. Tranquillement. Absolument. Il est évident qu'il y a chez Bozizé une politique de la terre brûlée. Après moi, le chaos. Il y a cette volonté de dire que tant que moi je suis parti du pouvoir, que la Centrafrique plonge. Bozizé,
s'est réfugié aux alentours de la Centrafrique, en Afrique centrale ou en Cameroun, Afrique de l'Est. dit-on. À partir de là, il essaie de mobiliser de fonds, de les acheter. Beaucoup des anti-Balaka qui ont été aujourd'hui dénoncés par le général Soriano sont des ex des FACA, des forces armées centrafricaines. C'est souvent des fidèles de Bozizé qui sont, connus, concrètement? qui cherchent à semer le camp. Il faut les neutraliser. Il faut le neutraliser. Absolument. Parce que la première chose qui a été faite, à mon avis, on a tardé à prendre en compte les anti-Balaka. Dans un premier temps, la mission initiale était de neutraliser la Seleka pendant que les anti-Balaka... Et on le voit, ça pose problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Les anti-Balaka sont devenus, comme il a été dit par le général Soriano, des gens à neutraliser. Il faut neutraliser l'ancien président Bozizé, c'est important, parce qu'apparemment, il serait un élément important de ce dossier. Mais je voudrais revenir sur les massacres que nous avons réussi à éviter, même si le jour de notre intervention en quelque sorte, il y a une concomitance, mais cette concomitance, c'est pas un hasard. Si on est c'est justement, il y avait une stratégie. Il y avait une stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que on a raison d'ailleurs de se réjouir qu'il n'y ait pas beaucoup moins de massacres. Enfin, il y en a quelques-uns dénoncés par Amnesty International. Il y a quand même des dizaines de morts par jour. Faut pas non plus imaginer que c'est le Haut-Valais en plein hiver. Enfin, c'est pas la paix. Hein. Non. En revanche, pourquoi il y a moins de massacres d'une certaine manière? Mais parce qu'on a accepté, on a été obligé d'accepter un déplacement de population, ce qu'en d'autres temps on appelait une purification ethnique. C'est-à-dire qu'il faut on fuit vers le nord, on part la purification ethnique pour éviter les massacres. C'est à partir du moment où les populations se séparent, oui, il y a moins de massacres. Ça, c'est clair. Même si sur le long de la route, il y a des massacres. Mais en même temps, ce à quoi on a assisté, Amnesty International le dit, Human Rights Watch le dit, des gens quand même à peu près sérieux. Alors c'est vrai que le général Soriano sur place ne peut pas le dire. Et d'ailleurs, il est pris dans une logique où il est obligé de faire des éléments de langage, de dire « mais non, il n'y a pas de purification ethnique ». Il n'y a pas de conflit religieux. La réalité, c'est que les musulmans partent. Voilà, la réalité, c'est que les musulmans partent. Et c'est parce que nous acceptons ça. Et le fait d'accepter, c'est ça qui empêche les massacres. Parce que s'ils seraient restés, ils auraient été massacrés. Donc, c'est compliqué, c'est un double détente. C'est à la fois non confessionnel et ça on est obligé de tolérer. On est obligé de tolérer. C'est contre notre gré. C'est pas du tout ce qu'on souhaite. Que des populations partent vers le nord et s'enfuient. Bien entendu. Il ne s'agit pas d'être dans quelque chose où il y a un grand méchant. Et voilà. Mais on est obligé de laisser les musulmans partir, y compris en désorganisant l'économie, puisque c'est souvent les commerçants, pour éviter les massacres. Donc, la purification ethno-religieuse, ou appelons-la comme on voudra, elle évite le massacre aujourd'hui. Ça ne correspond pas tout à fait à la vision du monde un peu irénique qu'on a pu développer jadis dans les Balkans ou ailleurs. Mais c'est ce qu'il se passe. Alain Marceau, dans votre circonscription, vrai ou faux? C'est cette question fondamentale qui, effectivement, on réduit le nombre de morts parce qu'on accepte, c'est ce que dit Jean-Luc Mercier, de fait... C'est reconnu officiellement. Oui, c'est reconnu officiellement par nos responsables militaires. C'est parce qu'effectivement, les musulmans s'en vont qu'il y aura sans doute beaucoup moins de morts. On va découvrir encore que le Charnier au nord, mais effectivement, les musulmans... Pour vous donner une idée... Des camions qui ont été... un camion massacré. Mais pour vous donner une idée, savez-vous qu'il n'y a plus un gramme de viande de bœuf aujourd'hui à Bangui? Pourquoi? Parce qu'on a chassé les Peuls, ou plutôt les Peuls, qui sont des musulmans, sont partis. Mais ils sont partis avec leur troupeau de vaches. Donc plus de viande. Ce qui fait qu'il n'y a plus de viande. Voilà. Donc il va falloir récupérer les Peuls ou récupérer les vaches. Je ne sais pas comment Patricia, faire. non, sur cette question confessionnelle, est-ce que... Jean-Luc Mercier, sur la question confessionnelle, Patricia Adam, c'est important parce que dans un premier temps, on entend Martin Ziguélé, je leur dis, qui dit que c'est un vrai problème fabriqué par M. Bozizé. Et puis sur le terrain, il y a quand même effectivement des photos, des témoignages réalisés par Amnesty notamment, qui constatent de visu que les musulmans sont pourchassés, massacrés. Je pense à ce camion où les gens sont tombés en panne sur cette route P12 ou K12 et ils se sont tous fait tuer. Est-ce que ça, c'est un problème pris en compte par l'armée française? Et est-ce que de fait, elle est face à cette difficulté supplémentaire qu'elle n'avait pas imaginée, justement? Elle est prise en compte, bien sûr. Ils sont au quotidien dans ce conflit et ils en sont bien conscients. Et leur action, elle est d'essayer de calmer les jeux. Je crois qu'on oublie quand même que... je ne pense pas que, comme ça a été exprimé, que ce n'est pas un conflit religieux. Par contre, qu'il y ait une instrumentalisation pour en faire un conflit religieux, oui, et je pense que nous sommes tous d'accord. La purification ethnique, c'est un mot fort quand même. Comme il a été dit, les musulmans sont en train de partir. Certains convois des musulmans sont escortés
par Sangari sont escortés par la MISCA pour aller vers le Cameroun, pour aller vers le Tchad voisin. Donc c'est une purification ethnique. On est quand même dans une situation où l'instrumentalisation, le fait religieux a été... Purification, on tue, là on les chasse. Le fait religieux a été instrumentalisé et aujourd'hui on est à un stade de non-retour. Donc il faut calmer d'abord le jeu, ensuite faire le travail de pédagogie, puisque ces populations vivaient ensemble, on vit pendant 50 ans. Un voisin chrétien, un voisin musulman, mais aujourd'hui, la haine qui s'est déclenchée est devenue incontrôlable. Il y a des témoignages de quelqu'un qui disait que c'est mon voisin avec qui je prends du thé, qui est venu me tuer, qui est venu chercher à me tuer, parce que le fait ethnique s'est déclenché et il est devenu incontrôlable. Il y a un travail de pédagogie à faire par la suite pour amener les gens à vivre ensemble. Les responsables religieux. Attendez, moi je voudrais quand même évoquer, puisqu'on a eu une audition fort intéressante d'ailleurs, Commission des défenses et affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de députés, on devait être 5 dans la salle. C'est les élections municipales. Oui, mais enfin, c'est pas une raison quand même. On est parlementaire. Hein, et je crois qu'on a voté certaines lois qui, normalement, devraient nous permettre, dans les temps qui viennent, d'avoir des parlementaires à temps complet. On a auditionné l'imam, l'archevêque, et également le protestant qui devait être là, mais qui a eu des problèmes au dernier moment. Ils font un énorme travail sur le terrain, justement, de pédagogie, d'explication et de réconciliation. Il faut leur laisser le temps de le faire. On n'est qu'à 3 mois d'intervention, donc ne soyons pas pessimistes. Il faut les accompagner. C'est ce que fait d'ailleurs l'armée française. Elle les encourage à le faire et elle les soutient dans cette opération, ainsi que les forces africaines. Mais quand j'entends ce que dit Jean-Luc Mercier en parlant de purification, peut-être que le mot est très fort, mais il y a quand même, c'est trop tard. J'ai le sentiment que c'est trop tard, parce que les populations partent vers le nord et s'enfuient. Elles peuvent revenir. Vous pensez que c'est possible qu'il y aura un vivre ensemble un jour en Centrafrique? Juste nos internautes, parce que Albouri, qui est sénégalais, je ne vais pas me tromper cette fois-ci, et Paul Cyriac, comment vous vous situez, vous, par rapport à ce que vous entendez, ce que vous lisez, par rapport à vos contacts? J'imagine que vous suivez ce dossier de très près, sur ce conflit confessionnel. Vous dites que c'est réellement un conflit confessionnel, qu'il y a un vrai débat et une vraie difficulté entre les chrétiens et les musulmans? Oui, effectivement, moi je dis que c'est un conflit à soubassement ethno-religieux, dans ce sens que lorsque les rebelles de la Séléka sont remontés sur Bangui, eh bien les populations de Bangui, les populations centrafricaines ont vu que les Séléka étaient à dominante tchadien ou soudanais, mais les populations y ont vu un soutien des musulmans qui habitaient à ce moment-là en Centrafrique. Donc c'est pour ça que les musulmans centrafricains ont toujours été soupçonnés d'être de connivence avec les rebelles musulmans qui venaient du Tchad et du Soudan. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, hein, ce conflit religieux est un peu instrumentalisé par M. Bozizé, voilà, donc... Tout le monde est d'accord ce soir là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Donc par rapport à ça, moi j'avais une question à poser à M. Alain Marceau, qui est député des Français de l'étranger, pour lui demander si on faisait de la politique fiction, bien sûr. Que se passerait-il, selon vous, si les forces françaises venaient à quitter Bangui et que l'ONU ne se déployait pas à travers une mission de maintien de la paix? Réponse. Sans doute l'horreur. L'horreur, alors je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme génocide, mais de nouveaux massacres, certainement. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que les forces françaises, c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour leur maintien. Je pense bien sûr aux Centrafricains, je pense aussi à mes compatriotes qui sont sur place et qui m'ont fait passer le message très nettement. Merci pour votre réponse. Paul Cyriac, allez-y, votre intervention, parce que vous êtes centrafricain à la tête de ce mouvement sans voix et des minorités. Cette question ethnique et religieuse, vous le confirmez, vous le vivez, vous avez les mêmes ressentis par rapport au contact que vous avez sur le terrain? Non, je n'ai pas le même ressenti. Moi qui vous parle, dans ma famille, il y a des musulmans. On n'a jamais connu cette situation. Il n'y a jamais eu de conflit interreligieux en Centrafrique. Comment vous dans ma l'expliquez? famille, j'ai des tantes qui sont mariées à des musulmans. J'ai mes cousins qui sont musulmans. Et j'ai des amis avec qui on a fréquenté l'école ensemble, on a fréquenté le centre de sport ensemble, on a tout fait ensemble. On n'a jamais connu ce problème. Il se trouve que quand les Séléka sont rentrés à Bangui, mais le peuple était resté obéissant. Le peuple n'avait rien fait. Mais ces gens qui étaient rentrés, ces rebelles-là, c'est des mercenaires. Ce ne sont pas des Centrafricains. C'est des gens qui ont été recrutés vers le Soudan, qui ont été recrutés vers le Tchad. C'est des chasseurs d'opportunités. C'est des gens qui venaient pour s'enrichir et partir. Mais en venant sur le terrain, comme il n'y avait pas d'argent pour les payer, et alors, ils ont reçu des instructions des dignitaires de l'époque, des gens qui dirigeaient la Séléka. Alors, servez-vous. Et ils se sont servis sur le pauvre peuple.
Mais comme ces gens qui venaient, ces mercenaires qui venaient ne parlent ni sango ni le français, on comprend pour la plupart que ce ne sont pas des Centrafricains, c'est des gens qui ont été recrutés pour venir faire ces sales besognes. Le peuple a souffert. Merci, Paul Siriac. Le mouvement, s'il vous plaît, le mouvement anti-Baraka qui a vu le jour, s'il vous plaît, c'est parce que c'est des groupes d'autodéfense. Les gens ont voulu se défendre contre ces agressions. Et c'est comme ça que les anciens dignitaires, les gens du mouvement de pose des KMK, les gens qui ont dirigé le pays à l'époque, ils ont chacun récupéré ces mouvements pour en faire leur. Merci, mais Paul on avait Siriac. été annoncé, on avait été prévenus. C'était pas... Habité on par la n'a passion. pas de forme de confession à la Centrafrique. Voilà, Paul ils se sont Siriac, défendus seulement. C'est un beau témoignage. Non mais c'est un beau témoignage d'abord parce que Patricia Adam disait oui c'est vrai quand vous parliez de ces mercenaires finalement qui ne parlaient ni le centrafricain et le français, vous êtes d'accord aussi avec cette analyse? En un mot, ils sont passés où ces mercenaires qui sont venus, qui sont descendus sur Bangui? Ils sont repartis comme ils étaient venus après avoir pillé, ils sont repartis avec leur butin. Juste un mot pour... Donc Tchad, Soudan... c'est malheureusement une vieille histoire. C'est une histoire qui existait avant la colonisation. C'est la colonisation française qui a arrêté ça. On avait un tweet d'ailleurs. Ben oui, voilà, on a. C'est la colonisation. Et voilà, et donc ce qui rejoue là en Afrique, ce sont de vieilles fractures, quasiment des fractures géologiques, qui rebougent parce qu'il y a ces peurs ancestrales entre des populations du Nord. C'est vrai, des choses très c'est profondes. vrai que les populations du Nord, mais on a vu ça aussi, on voyait ça au Mali, les populations du Nord faisaient des raids esclavagistes, faisaient des raids de pillage sur le Sud. Ça avait été stoppé par la colonisation. On a dit beaucoup de mal à juste titre de la colonisation. Moi, je suis un admirateur de Clémenceau, je ne vous dirais pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même eu un certain nombre de stabilisations et un certain nombre de pratiques ancestrales dans ces régions ont été stoppées par l'armée française quand elle s'est déployée à la fin du 19e siècle, comme on le disait tout à l'heure. Et là, ça repart. Voilà. C'est Dikaba. Un petit tweet. Nous ne pourrons jamais réparer les dégâts de la colonisation, juste parce que on est dans le sujet, donc je vous présente ce tweet. Nous ne pourrons jamais réparer les dégâts de la colonisation avec ces frontières qui ignorent tout de la vraie Afrique. Voilà, il y a ce débat évidemment sur. C'est un tweetos qui nous envoie le découpage de la carte africaine. Le problème de la Centrafrique, comme dans d'autres pays africains, c'est le problème de la gouvernance. La Centrafrique est dans cet état parce que pendant les 10 années où Bozizé a exercé, il n'a pas assu un modèle de gouvernance qui aurait pu permettre à l'ensemble des Centrafricains de jouir. Il a mis son neveu était ministre des Finances, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, des membres de sa famille, etc. Lui-même, la corruption s'est installée. Et là, Bokassa n'a rien fait. Bokassa a organisé un fast bouffon, il n'a rien fait de sérieux. Donc, cette mal-gouvernance, c'est au-delà de considérations ethniques, des différences, puisqu'on peut être différents et vivre ensemble. Il y a beaucoup de pays. La gouvernance, c'est les hommes politiques qui gouvernaient pour faire ça. À la fois, l'ethnie, la religion sont différents. Mais s'il y a une gouvernance, si on est d'accord sur un minimum, la transparence dans les élections, des élections démocratiques, un système judiciaire qui fonctionne, une presse indépendante. On en est très loin. Mais c'est souvent, la rébellion est venue en Centrafrique du fait de la mauvaise gouvernance. Bozizé a refusé d'organiser des élections démocratiques. Bozizé a refusé que des adversaires politiques participent aux élections. Ça ne peut conduire qu'à une question simple. Quand on travaille sur la Centrafrique, on essaie de comprendre les richesses de ce pays. Et on découvre que ce pays a des diamants, des réserves de diamants importantes et de l'uranium. Comment se fait-il qu'il y ait plus que 300 000 euros ou dollars 300 000 dollars. Ça rejoint ce que je disais, c'est la mauvaise gouvernance. L'argent a été pillé par les élites politiques. Ce pays, avec la Centrafrique, c'est 5 millions de personnes, avec une richesse immense. Non, mais du diamant, de l'uranium. Quand on voit ces pauvres gens dans la rue. Et la forêt aussi, une partie de la Centrafrique n'est pas la savane, le bois. Tout ça aurait pu permettre à ce pays d'être prospère, d'être le Qatar de l'Afrique. L'élite politique a complètement pillé le pays. Elle s'est alliée avec des étrangers, des diamantaires véreux, sulfureux qui viennent de différents pays, d'Afrique du Sud, du Liban, etc., pour acheter. Et les gens n'ont pensé qu'à leur propre enrichissement au lieu de construire le pays. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Centrafrique qui a un niveau de développement beaucoup moins élevé qu'au moment de la colonisation, de la décolonisation. C'est une question à la fois ouverte, vous pouvez être pessimiste ou mettre un peu d'espoir. Il a encore de l'avenir, ce pays, Patricia Adam. Quand on entend le panorama qu'on avait au début de l'émission avec Alain Marceau, qui nous dit il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État civil. Comment on fait concrètement et quel délai il va falloir les aider. Il va falloir que les casques bleus y aillent. Il va falloir, la France en fera partie.
bien évidemment. Et puis, il faudra aider ce pays à reconstruire une administration qui va récolter les impôts, qui va permettre à ce pays de fonctionner, à avoir des élections, etc. Bon, voilà, il va falloir aider ce pays à reconstruire au moins un début de démocratie. Je parlerai même de début de démocratie. Et c'est vrai que ça va prendre du temps et que la France... Pour revenir sur le débat tout à l'heure, c'est pas à elle seule, bien évidemment, de le faire. Mais elle est seule, là, on est d'accord, elle est presque seule. Pour l'instant, on est à 3 mois, s'il vous plaît. Arrêtons d'être pessimistes sur ce point. Il y aura des décisions des Nations Unies prochainement. L'Europe a déjà pris ses décisions, et donc ça va dans le bon sens. Je pense que d'ici 1 mois, vous verrez, il y aura déjà des décisions qui sont prises. Une anecdote, pour il y a 15 jours de cela, lorsqu'on a arrêté des membres de tel ou tel groupe, de groupes violents, avec des armes, ou qui avaient commis des crimes ou des délits, on allait pour les amener à la prison de Bangui. Il n'y a pas de prison, il n'y a plus de prison. Si, alors il y a une prison, mais il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis la semaine dernière? On donne 5 euros ou 5 dollars, je ne sais pas, je crois que c'est 5 euros par jour, à des individus qu'on a qualifiés de gardiens, et la prison est à nouveau refermée avec les malfaisants dedans. Alors, bon, est-ce que ça peut durer longtemps? On leur donne tous les jours 5 euros pour garder la prison, vous vous rendez compte? On paye, et nous payons, c'est l'armée française qui paye les gendarmes. Qui paye les gendarmes. Vous dites ça parce que ça va grincer des dents, pensez que les Français... Et on avait un tweet qui disait, mais attendez, déjà qu'on s'intéresse au chômage et aux problèmes en France, avant de... Non, mais est-ce qu'il y a ça dans ce que vous dites? Est-ce qu'il y a un peu de cette idée-là? Non, parce que je vous dis, j'étais partisan de l'intervention et je la soutiens complètement. Donc je peux pas avoir ce genre de raisonnement, mais je comprends que d'autres puissent l'avoir. Jean-Luc Percher, la durée, demain... Il y a la tentation dans une partie de l'opinion de dire, comme on disait jadis, la Corrèze avant le Zambèze. Donc voilà, le chômage avant Bangui. C'est sûr que ça existe dans l'opinion. En même temps, je pense que c'est une erreur. On vit dans un monde ouvert. Ce qui se passe en Afrique, c'est important pour ce qui se chez nous. Enfin voilà, on peut pas dire, attendez, on va pas se replier sur soi. Bon, ce qui se passe ailleurs, on veut pas savoir. Ça, de toute façon, on peut ça.